bonsoir à tous. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir Chinois. Bonsoir. Et Monsieur K qui va donc tenir le micro et animer cette soirée. Et je me présente, François Mélier. Donc François est venu me renforcer sur les antennes de Orage d'Acier, de Fréquence Orage d'Acier, pour enrichir l'équipe qui s'étoffe. Vous allez découvrir nos nouveaux chroniqueurs à ce micro. Alors d'autres viendront aussi dans les semaines à venir, puisque nous aurons des membres nouveaux dans cette équipe qui viendront apporter à la fois leur proposition, on va dire, de programmation et aussi leur talent de chroniqueur ou d'animateur pour certains d'entre eux. Donc chers amis, il en est presque terminé des longs monologues de Monsieur K. On va ce soir parler de l'état d'urgence avec Chinois qui, pour certains d'entre vous qui le connaissent peut-être, est chercheur sur les questions de sécurité et de défense. François Mélier est quant à lui juriste, donc il connaît aussi les sujets dont on va traiter ce soir, parce que les aspects juridiques, évidemment, sont très présents sur cette thématique de l'état d'urgence. Et puis j'aimerais aussi qu'on aborde la chose d'un point de vue un peu plus politique, peut-être dans un deuxième temps de cette émission, en particulier sur les sources philosophiques, les sources de philosophie du droit, en particulier le travail de Carl Schmitt, ce grand théoricien du droit allemand, qui a été, entre autres, l'un des grandes plumes du droit allemand pendant le Troisième Reich, ce qui évidemment le frappe d'une sorte d'infamie, malgré un renouveau des études schmittiennes ces dernières années, mais on y reviendra en deuxième partie de l'émission. Mais François, vous vouliez donc commencer peut-être par animer cet échange ? Alors, je voulais simplement commencer par donner quelques chiffres, notamment sur l'état d'urgence. L'état d'urgence a été prolongé 2 fois depuis le 14 novembre 2015, le lendemain des attentats du Bataclan. Sur quelques chiffres, entre le 14 novembre et le 31 décembre 2015, nous avons eu 3000 perquisitions administratives. Entre le 1er janvier et le 15 mars 2016, nous avons eu 538 perquisitions administratives, dont 7 qui étaient liées à du matériel terroriste, à des gens qui étaient suspectés de terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui, Chinois, on ne constaterait pas par hasard un essoufflement de l'état d'urgence ? Un essoufflement total, puisque finalement, quand on a fait le bilan coût-efficacité, on s'est rendu compte de l'erreur des services. Déjà, pourquoi ? Puisqu'on a, selon les médias, déjoué une tentative d'attentat seulement récemment. Après 3000, on peut dire même entre 3000 et 4000 perquisitions administratives, on a déjoué une tentative d'attentat qui n'était même pas en lien avec tout ce qui s'est passé. Ce sont les Belges qui ont déjoué une autre tentative d'attentat à Molenbeek et qui se sont pris des attentats. Donc le bilan coût-efficacité, effectivement, si on peut voir les chiffres, on peut en donner quelques-unes, puisque au moment où il y a eu en France 2992 perquisitions, je peux vous dire qu'il y a eu 590 procédures judiciaires à la suite de ça. Donc seulement sur un quart seulement des perquisitions vont donner suite à une action en justice. Un cinquième, effectivement. Ensuite, donc ça c'est juste la procédure judiciaire. 217 ont donné lieu à des poursuites. Donc là, poursuite. Ça veut dire un 13e. Ensuite, on a eu 67 peines prononcées. Là, on tombe à un 44e. Vous voyez déjà un petit peu l'état de la situation. Et ensuite, on constate qu'au bout de 3300 perquisitions, qu'est-ce qui se passe ? Il y a seulement 29 infractions en lien avec le terrorisme. 29 infractions, donc le 18 février 2016, c'est-à-dire que sur toutes ces perquisitions, il y a une infraction en lien avec le terrorisme sur 113 perquisitions administratives. Et on va encore plus loin, puisqu'en fait, sur les 29 infractions, il y en a 23 qui sont liés à des cas d'apologie terroriste, c'est-à-dire des gens qui sont pas forcément très intelligents et qui sur vont les créer réseaux sociaux exactement. Ou autres qui ont dit voilà, donc en fait, vive Daesh, vive les terroristes finalement sans velléité de passer à l'action. Donc en fait là on est plutôt dans des délits de presse en réalité et pas dans des délits terroristes. Tout à fait. Et donc finalement, et dernier chiffre avec cette question-là. Donc excusez-moi, oui. Chinois, si on soustrait les délits de presse, les délits d'opinion même de la liste, on va dire des 29 affaires qualifiées de terroristes, combien il nous en reste je dirais qui impliquerait vraiment, sinon un projet, en tout cas parce que là aussi projet terroriste, là aussi c'est très particulier comme mise en accusation. Exactement. Donc on pourrait d'ailleurs en parler pendant des heures sur la définition de l'acte terroriste, mais donc
Le parquet antiterroriste, qui est spécialisé dans cette affaire, a été saisi 6 fois. Sur les 3300 perquisitions, il a été saisi 6 fois, c'est-à-dire que il y a une saisine du parquet pour 549 perquisitions administratives. C'est pour vous montrer le bilan coût-efficacité de cet état d'urgence en fait qui ne fonctionne absolument pas du tout, mais qui s'applique à 66 millions de Français. On peut aussi citer l'exemple de l'émir blanc. L'émir blanc qui aurait été l'un des cerveaux des attentats, ou du moins d'une filière djihadiste. Les forces de l'ordre vont le perquisitionner chez lui. Et qu'est-ce qu'ils trouvent, ces forces de l'ordre? Ils trouvent simplement des fusils de chasse qui finalement sont détenus en totale régularité. Il avait le droit formellement de posséder ces armes. Finalement, alors, toute cette agitation, pourquoi? Quel est le but de l'état d'urgence? Est-il vraiment dirigé contre les djihadistes? Alors, je pense que c'est un propos qui pourrait être développé de plus amplement, qu'il a déjà été fait d'ailleurs par Monsieur K quand il a travaillé sur la question du terrorisme de synthèse. Mais c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'attention, que les Italiens ont très bien connue, malheureusement, que Gabriele Adinolfi a beaucoup développé. Mais c'est quoi? On va créer une situation de peur à travers un attentat, à travers un commando, puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont des commandos. Et ensuite, on va essayer de jouer sur le registre émotionnel pour en appliquer des mesures sécuritaires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que si on faisait la liste des lois spécialement dédiées au terrorisme et à la lutte contre le terrorisme et des lois sécuritaires qui touchent au terrorisme, on serait je pourrais vous faire la liste pendant une demi-heure. La situation est claire aujourd'hui, face à la tension populaire et face au contrôle social, on va appliquer des mesures sécuritaires, on a besoin de créer un climat de peur. C'est tout aussi simple que ça. Juste peut-être un exemple. Ces derniers jours, suite à l'arrestation des terroristes, deux terroristes en Belgique, on nous a expliqué dans les médias que était visé le quartier de la Défense, un quartier d'affaires, et en même temps une association catholique intégriste. Quelle est la réalité finalement de tout ça? N'essaye-t-on pas par là de mouiller, entre guillemets, des gens contre la société moderne, de les rallier finalement à l'état d'urgence? C'est assez marrant puisque finalement, je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population ne s'occupait pas de Civitas et je crois qu'ils ne les connaissaient même pas. Et surtout, faisons le point là-dessus. Qu'ont fait les terroristes? En janvier, ils ont attaqué Charlie Hebdo, c'est-à-dire un journal satirique, athée, d'extrême gauche, très libertaire. Et ensuite, ils sont allés au Bataclan, dans un concert de death metal. Ils sont allés dans un quartier qui est quand même très bobo. S'ils avaient voulu attaquer des catholiques, ils seraient allés dans le 7e, dans le 15e ou dans une paroisse. Ils mènent ce genre d'attaque, ils vont aussi au Stade de France. Ils attaquent la société de consommation, le festif. Et on retrouve Civitas. Et surtout, c'est quand même très bizarre qu'un cadre, entre guillemets, de Daesh se mette aussi facilement à table. Et donc c'est pour ça que ça a mis la puce à l'oreille de certains services en disant est-ce qu'ils feraient pas ça pour détourner l'attention? Attaquer Civitas, non. Attaquer la Défense, peut-être. Mais encore, ils ont 10 000 lieux à Paris pour attaquer. Pourquoi ils le feraient ici? La question se pose. Moi, j'avais une question chinoise concernant justement cet état d'urgence. Avant les attentats, il y a un climat de la doctrine juridique. On sent qu'il y a des mouvements juridiques de long terme qui se sont mis en route. On l'avait déjà vu au moment de l'affaire Dieudonné, qui avait marqué finalement un retournement de la jurisprudence française sur la question de la liberté d'expression et de l'ordre public. Mais en fait, on avait déjà remarqué un premier mouvement, un premier virage de la jurisprudence après l'affaire des nains de Morsan-sur-Orge, qui avait introduit un nouveau critère dans ce qu'on appelle l'ordre public, qui était la dignité humaine, qui a été réutilisé dans l'affaire Dieudonné. Dieudonné portant atteinte, selon la doctrine la nouvelle jurisprudence du Conseil d'État, portant atteinte à la dignité humaine, il était contraint à l'ordre public, et donc la police administrative, finalement, avance ses pions depuis des mois, des années. Est-ce que, finalement, l'état d'urgence, ce n'est pas la conclusion de ce mouvement de long terme de la doctrine juridique en faveur de la police administrative contre les libertés publiques, je dirais avec une espèce de logique, un petit peu comme on l'a vu en matière de défense. On a entendu parler dans ces dernières années, depuis la deuxième guerre d'Irak, de guerre préventive. On a entendu parler de
principe de précaution en matière de santé publique, on voit que en matière de police et de gestion des populations, finalement, c'est un principe de même ordre qui vient s'appliquer, c'est-à-dire qu'on vient intervenir avant la commission d'un crime ou d'un délit par la mise en route, justement, de cette police administrative qui est là pour contrôler la population. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant puisque c'est exactement ce que vous dites, la police administrative. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur toutes les questions de liberté individuelle? Quand la police intervient, elle doit demander l'intervention du juge. C'est-à-dire que c'est le juge d'abord qui intervient, le juge d'instruction ou le juge des libertés qui va ordonner ou qui va donner la mesure à la police judiciaire pour dire vous pouvez, dans le cadre de l'enquête, faire telle ou telle chose. Cette fois-ci, c'est effectivement la police administrative qui intervient, c'est-à-dire que le juge judiciaire n'a pas à intervenir, c'est pas son champ de compétence, et surtout l'action est menée, et c'est après qu'on peut aller voir un autre juge, le juge administratif, pour contester. Oui, mais de toute manière, le mal est fait. Voilà sur les éléments de la police administrative. François ? Il me semble aussi que finalement le juge administratif, si tant est qu'il ait une idée derrière la tête, je crois que finalement sur les libertés publiques, il a ces dernières années, notamment avec la réforme de 2000, le référé liberté, le référé suspension, etc., pris en fait une position où il rogne petit à petit les compétences du juge judiciaire qui est, selon la Constitution de la Ve République, le gardien des libertés individuelles. Et aujourd'hui, le juge administratif n'est-il pas en train, via l'état d'urgence, via les jurisprudences Dieudonné, etc., même si sur l'affaire Dieudonné, en fait, il est revenu sur ses positions et que cette jurisprudence du Conseil d'État, finalement, était extrêmement particulière. C'était vraiment appliqué à un cas d'espèce. Aujourd'hui, la dignité humaine dans l'ordre public, c'est presque un ovni, disons. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que tous nos auditeurs ne sont pas juristes, moi non plus, donc il faudrait peut-être rentrer dans un plus grand luxe de détails pour expliquer les notions. Alors, Chinois, on va revenir un peu après sur justement le rôle normalement du juge judiciaire et du juge administratif qui, lui, est maintenant l'arbitre de cette police administrative, on va y revenir. Mais j'aimerais rappeler que cette notion de dignité humaine, entre Morsan-sur-Orge, donc qui est cette jurisprudence qui a interdit le lancer de nains. Oui, je sais, chers amis auditeurs, c'est très amusant, mais cette opération, cette affaire de Morsan-sur-Orge avait mis en jeu des nains qui se faisaient jeter dans un cadre ludique, si vous voulez, dans les boîtes de nuit. François ? D'ailleurs, ce qui est très intéressant sur cet arrêt Morsan-sur-Orge, c'est que ce nain précisément, donc en fait, était invité à une fête l'été. Voilà, il était en fait invité à se produire dans une fête de village, me semble-t-il, où lui-même était d'accord. En fait, finalement, son commerce était de se vendre lui-même et de se faire jeter via un canon dans la foule. Et là, le Conseil d'État nous a dit, donc la juridiction administrative par excellence, nous a dit. L'ordre public, qu'est-ce que c'est ? Traditionnellement, l'ordre public, c'est la tranquillité sociale, sûreté publique et la salubrité. Donc la santé. Voilà, finalement, en fait, c'est quoi ? C'est simplement de dire, il y a des choses qui ne se font pas en public, on ne peut pas les faire. Et là, le Conseil d'État nous a dit, oui, d'accord, ces trois principes existent, mais il y a quand même la dignité humaine. Le Conseil d'État, finalement, a pris le contre-pied de ce qu'aurait pu penser la jurisprudence européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a plutôt une jurisprudence, disons... volontariste. Volontariste, ou plutôt... Contractualiste. Ou plutôt libérale, disons. Libéral, c'est-à-dire qu'en fait, je décide, je peux faire. Voilà, en gros, c'est l'idée du libre consentement entre Exactement. adultes consentants. À peu près tout est possible. Non, Chinois ? Ça a beaucoup évolué. Puisqu'il y a, on va pas faire toute une séance sur le droit, mais il y a un arrêt qui explique que donc c'était une soirée privée sadomasochiste, donc totalement privée, pas de publicité, et les personnes ont été condamnées. Et donc eux ont dit non mais il y a un respect de ma vie privée, si j'ai envie d'avoir mal ou de faire mal, et ils ont été condamnés quand même parce qu'ils se faisaient ça. Donc finalement on évolue vers un système qu'on appelle le néo-constitutionnalisme en fait où la règle elle est subordonnée au principe. Et donc finalement dans la hiérarchie ce sont les principes qui vont être mis en avant et on va dire, selon ce principe, comme la dignité de la personne humaine, ça va régner et ça ne marchera pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour Dieudonné. Et je dois le rappeler, il faut qu'on le rappelle, que le juge qui a statué pour l'affaire Dieudonné n'est autre que Bernard Stirn, qui est l'arrière-petit-fils de Dreyfus. Comment voulez-vous qu'un juge soit impartial dans une affaire qui est liée à l'antisémitisme, alors qu'il paraît qu'il y a d'autres éléments dans l'affaire Dieudonné, mais ça, je laisse le soin à Monsieur K d'en parler. En tout cas, il faut voir aujourd'hui que les principes règnent et que quand il y a une hiérarchie ou quand il y a un conflit entre des principes, on va appliquer tel ou tel principe par-dessus. Donc effectivement, il y a toute une évolution qui s'est faite aujourd'hui et on ne va plus juger
que sur des principes. Et la société d'ailleurs ne vit plus que sur des principes qui sont d'ailleurs totalement abstraits. Oui, pour revenir à cette histoire de dignité humaine, je voulais rappeler qu'en fait, entre Morsan-sur-Orge, donc cette histoire de nain de jardin qu'on a été, obligé de détailler pour qu'on comprenne bien les enjeux de ces décisions de justice qui poussent en avant la police administrative, qui pourrait être plus claire, chers amis auditeurs, en gros, c'est une police préventive. C'est-à-dire que normalement, la police intervient après qu'un fait criminel ou délictueux soit commis, et ce fait est présenté devant le juge, et le juge judiciaire rend la justice après commission du fait. Maintenant, la logique voudrait justement qu'on va prévenir les crimes, un peu à la manière de ce qu'on a vu d'ailleurs dans un film de science-fiction, Minority Report, avec les précogs qui prédisent les crimes qui vont être commis. Et donc là, on rentre quand même dans, finalement, ce que Bardèche appelait la manufacture des consciences. Parce que lorsque on est jugé pour un crime que l'on va commettre, et non pas un crime qu'on a commis, on est jugé finalement sur ses intentions, et c'est ce qu'on appelle justement, dans l'ancien monde, un procès d'intention. C'était un procès injuste, parce qu'on n'est pas là pour juger les intentions, mais exclusivement juger les actes. Je voudrais quand même rappeler qu'il s'est produit un fait de justice entre Morsan-sur-Orge, cette histoire du jet de nain, du lancer de nain, et la jurisprudence Dieudonné. C'était le procès de la soupe au cochon. Et je veux dire que le bloc identitaire, là, a joué un rôle important, je dirais, du fait même qu'il avait finalement coincé le juge, qu'il avait coincé le système judiciaire et politique, en ayant joué très habilement d'ailleurs la mise en route de sa soupe au cochon. C'est là que le principe de la dignité humaine, qui avait été posé une première fois à Morsan-sur-Orge, a été, je dirais, confirmé, approfondi, élargi, étendu à l'occasion de cette affaire de la soupe au cochon, qui en gros nous disait dans l'arrêté du tribunal administratif, enfin du Conseil d'État si je me souviens bien, que la dignité humaine, c'est aussi par exemple toutes les opinions ou les sous-entendus ou les intentions, enfin les préjugés ou voilà, qui seraient liés à des idées discriminatoires. Mais tout ça sans évidemment avancer la moindre preuve. Il n'y a pas le début d'une preuve chinois. Bien sûr, c'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé dans l'association Solidarité des Français. Dans cet arrêt, les requérants disaient « Oui, mais nous, on se rend compte de quoi ? La soupe au lard, elle est moins chère, elle est nutritive, donc forcément, on en distribue parce que il faut avoir les moyens. Et une association, si aujourd'hui elle passe pas à la télévision comme on peut le voir de temps en temps, elle a aucun moyen. Parce qu'en plus, et là il faut se référer au livre de Claude Huet, il y a aussi une forme d'ostracisme de toutes les associations qui sont petites. Et donc, la dignité en fait partie, et à partir de là, on va poser ce bloc en disant toutes les autres libertés ne peuvent pas aller. Parce que il faut se rappeler que dans l'affaire Dieudonné, je reviens là-dessus, pourquoi ? Parce que c'était 200 000 € de chiffre d'affaires, parce que c'était la liberté d'expression, parce que c'était la liberté de réunion. Donc on est quand même à 3 libertés, entreprendre, réunion, expression, et on se trouve face à un seul principe, la dignité de la personne humaine. C'est quand même juste incroyable, et surtout, vous le disiez, la prévention. C'est-à-dire, on était à un spectacle humoristique. Dieudonné n'est pas connu pour être un chef guérillero. Il y avait quand même une compagnie de CRS entière, c'est-à-dire presque 90 hommes qui étaient là pour un simple spectacle humoristique. Et d'ailleurs, on a très bien vu dans l'affaire qu'il n'y a eu aucune échauffourée, puisque les gens avaient payé 30 € leur place, c'était pour assister à un spectacle et non pas pour aller s'attaquer aux barricades. François ? Simplement sur le rôle de la doctrine, donc à l'université, finalement, la doctrine, qu'est-ce que c'est ? Un petit élément de définition, finalement, ce sont les professeurs qui commentent les décisions de justice, qui commentent la loi. La doctrine a été unanimement, sauf à l'exception dont je parlerai tout à l'heure, a été unanimement en faveur de la censure de Dieudonné. Je crois que le seul professeur qui s'est érigé contre la jurisprudence de Dieudonné, c'était Bertrand Sellier, un professeur de Paris 2, et qui a dit simplement... Les professeurs de Paris 2, en fait, se sont érigés contre. Alors, Chinois, si vous dites que tous les profs de Paris 2 étaient contre cet arrêt de Dieudonné, certes, on peut aussi dire qu'il y a une doctrine dans l'université française qui postule que finalement, il existe autre chose que les libertés. Il y a aussi l'ordre public social qui impose de censurer Dieudonné. Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, il serait raciste, discriminant, etc.
Oui, mais après, je pense que la critique a été surtout portée au niveau juridique. Et là, il y a même eu un colloque à l'Université Paris 2. Alors, la plupart des profs que je connais ne sont pas du tout des fans de Dieudonné. Donc là, c'était vraiment une critique juridique. Eux, ils se sont dit, en droit, l'arrêt est mauvais. Pourquoi ? Parce que déjà, 70% de l'arrêt qui a été rendu par le juge, en fait, n'est que la transcription de la décision du Premier ministre. Donc, je vous rappelle. Circulaire. Oui, de la circulaire. De la circulaire, Donc ouais. il y a quand même un principe de séparation des pouvoirs qui n'a pas été respecté. Et d'ailleurs, ce qu'avait déjà fait le préfet, il l'avait repris. Donc finalement, c'est comme si le juge, aujourd'hui, reprenait totalement la position de l'exécutif pour rendre une décision. Là, ça nous ramène à notre sujet, qui est l'état d'urgence. Et on voit bien que l'état d'urgence, c'est aussi la fin, d'une certaine façon, en tout cas la mise entre parenthèses de façon habituelle de la séparation des pouvoirs, qui est soi-disant un des principes fondateurs de la démocratie représentative. On voit bien que une des autres tendances, on a parlé longuement là maintenant de cette tendance à la promotion de la police administrative, donc préventive à la commission d'un fait. Il y a une deuxième tendance qui, à mon avis, vient tout à fait en parallèle de cette promotion de la police administrative. Deuxième grande tendance, c'est la disparition du juge d'instruction. On va en parler. Chinois, je vais vous écouter là-dessus. Et troisième ligne de force, mais qui va dans le même sens, c'est l'investissement de personnel administratif, justement, de pouvoir de police et de justice en la personne du préfet. Puisqu'on a vu que dans la réforme qui était prévue de l'état d'urgence, qui devait être constitutionnalisée, je ne sais pas où on en est, vous allez nous dire ça, Chinois, il y avait pour projet aussi de donner tout un tas de pouvoirs qui normalement relèvent du juge d'instruction, en particulier le fait d'enquêter à charge et à décharge. On l'a vu, vous avez donné les chiffres, François, aussi bien que Chinois, sur les 3300 et des brouettes affaires qui ont entraîné des perquisitions administratives. On est arrivé à 6 affaires de terrorisme à proprement parler. Donc là, il y a vraiment une inflation des actes administratifs, pour ne pas dire des actes arbitraires. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ces deux grands principes qui viennent s'ajouter à la police administrative, Chinois et François, sur, d'une part, la montée en puissance du préfet, et d'autre part, la mise sous le boisseau, en vue sans doute de sa disparition prochaine, du juge d'instruction? Alors, pour le juge d'instruction, il faut bien voir effectivement qu'il y a un retournement de manivelle. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, puisque toutes les nouvelles lois sur la sécurité enlèvent le juge d'instruction et puis mettent en avant la question du juge administratif, ce qui d'ailleurs a été souvent et récemment censuré, puisque le législateur s'est rendu compte que le vrai juge en matière de liberté, c'était le juge judiciaire. Mais ça a évolué, ça a beaucoup évolué. Pourquoi ? Puisque le Conseil constitutionnel, donc c'est le Conseil qui va censurer des lois par rapport à la Constitution, a expliqué que, au regard de la Constitution, le juge judiciaire était le juge de la liberté individuelle, au singulier. Et pour lui, c'est strictement la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, on avait une extension, notamment sur la question du droit de propriété, dont font partie les perquisitions administratives, je vous le rappelle. Et en fait, le Conseil a dit non. Ici, le juge administratif peut le faire, le juge judiciaire n'a pas à intervenir. Et donc, il a interprété strictement en disant c'est seulement la liberté individuelle. Donc, étant donné la force de la décision à cause de l'autorité qui a été rendue, aujourd'hui, le juge administratif, qui quand même part en fronde, je tiens à le rappeler, puisqu'il trouve ça scandaleux, donc toutes les perquisitions administratives sont cassées par le juge, heureusement, mais on se rend compte effectivement que le juge d'instruction perd de plus en plus de pouvoir, et dans la réforme pénale, la nouvelle réforme pénale qui est censée lutter contre la criminalité organisée, mais le terrorisme, et surtout, on pourrait le voir contre, par extension, les militants politiques, on voit la disparition progressive du juge d'instruction, et de temps en temps l'intervention quand même du juge d'instruction et du juge des libertés, mais beaucoup moins présente qu'auparavant. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les barreaux européens, c'est la première fois dans l'histoire que tous les barreaux d'avocats européens se sont réunis pour signer un texte pour condamner le projet de loi qui est actuellement discuté en France. Je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit Chinois sur le Conseil constitutionnel. Il y a eu certaines QPC qui ont été donc des QPC pour les auditeurs qui ne sont pas avertis. Ce sont donc des questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été introduites d'ailleurs par Nicolas Sarkozy sur proposition de Robert Badinter et de François Mitterrand il y a quelques années. Les requérants, en l'espèce, avaient demandé les dispositions propres à l'état d'urgence étaient contraires à la Constitution, et notamment aux libertés individuelles. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel ?
Il a simplement dit que, puisqu'elles étaient limitées dans le temps et dans l'espace, ce n'était pas foncièrement attentatoire aux libertés individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Conseil constitutionnel ne remplit pas son rôle? Et finalement, est-il encore une juridiction aujourd'hui ou est-il plutôt un organe politique qui est censé ratifier les actes du gouvernement? Sur toutes les questions de société, le Conseil constitutionnel ne va jamais à l'encontre du gouvernement. On l'a vu pour la loi sur le renseignement, où la loi avait été déférée devant le Conseil constitutionnel, et de nombreux professeurs de droit avaient dit « le Conseil ne censurera pas ». Et effectivement, il n'a pas censuré. Alors, il a enlevé 2 ou 3 dispositions, mais qui sont tellement mineures qu'elles n'ont aucun rapport avec la polémique actuelle. Et aujourd'hui, on voit bien que le Conseil constitutionnel ne touche pas aux questions de société, ou en tout cas n'ira jamais à l'encontre du gouvernement. Ça, c'est clair et net. On va passer à la pause musicale et puis on se retrouve après. I feel the funk blast. I feel the funk blast. I feel the funk blast. Yo. I be walking cold like a dog, my evidence fearless. One more returns the world like I went home from Paris. Like steel from the furnace, I was born landless. This is the native song, born of some father's gods. From the cities and the cities remain. Same bodies, very hungry, but with different last names. Their vultures rhyming everything, leave nothing but change. They pick a point on the globe, there's some pictures the same. There's a bank, there's a church, a myth and a hoax, a mall and a loan, a child-headed bird. There's a widow, pink parrot, a rebel to tame, a white-hooded judge, a syringe in a vein. On vient d'écouter Rage Against the Machine, Calm Like a Bomb, un groupe du début des années 90 qui a bercé, pour les plus vieux d'entre nous, notre adolescence, sur une suggestion de Chinois. Chinois, on parlait pendant la pause musicale de ceux qui ont été finalement ciblés par cette politique de l'état d'urgence, en dehors des réseaux, des cellules supposément terroristes qui étaient normalement la cible principale de cette politique. Beaucoup d'autres milieux ont été frappés par cette politique, en particulier par toutes ces perquisitions, parfois même aussi par les assignations à résidence, en particulier dans les milieux alternatifs, dans les milieux radicaux, dans les milieux militants, tout particulièrement dans les milieux, je dirais, qui naviguent dans les eaux de la gauche radicale, de la gauche alternative, de l'extrême gauche. Tout spécialement, on s'en souvient, la COP21 était contemporaine de ces attentats. Hasard, accident, on ne sait pas. Les anarchistes, en tout cas, et les milieux écologistes radicaux ont eu beaucoup à souffrir et des violences policières et de ces assignations à résidence, parfois de certains internements administratifs. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cet usage, je dirais, alternatif de l'état d'urgence qui a été finalement détourné de son cours? Alors déjà, là, beaucoup de musulmans, mais par erreur. C'est-à-dire qu'en plus, on s'est trompé d'ennemis. C'est-à-dire que c'était pas les bonnes personnes. Les seules arrestations qui ont été connues récemment, c'était sur des musulmans chiites. Je rappelle que Daesh sont des takfiristes sunnites, donc les ennemis aujourd'hui objectifs, et d'ailleurs les chiites sont nos alliés objectifs. Donc beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Ça s'est prouvé puisque même le chanteur de jazz s'est fait arrêter à la gare du Nord en tant qu'Interpol positif, c'est-à-dire que les services le recherchaient. Chanteur de jazz qui n'a jamais eu aucune histoire. Donc de ce côté-là, niveau religieux. Ensuite, effectivement, Monsieur K, au niveau politique, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que tous les militants qui sont considérés entre guillemets comme marginaux sont surveillés et sont assignés à résidence. C'est quand même extraordinaire. Bon, alors effectivement, il y a eu une perquisition pour un groupe, des personnes liées à un groupe d'extrême droite dans le sud de la France, mais ils avaient 200 kilos de munitions, donc ils ont un peu, si vous voulez... Jouer avec le feu finalement. Totalement. Ils ont joué avec le feu et puis ils étaient du coup plutôt surveillés. Mais sinon, c'était beaucoup des militants d'extrême gauche. On le revoit avec la COP21, ce qui est quand même extraordinaire, que 24 militants soient assignés à résidence, alors qu'eux-mêmes devaient participer à la COP21 pour dire qu'effectivement, c'était un système libéral et qu'il fallait contester. Mais c'est tout à fait paradoxal. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les autorités, nous ne le dirons peut-être pas officiellement, mais le disent officieusement, clairement, oui, il fallait être tranquille. Il fallait être tranquille pour les voyages officiels, parce qu'il fallait donner une image de la France qui était plutôt propre.
Et donc on voulait éviter qu'il y ait toutes ces personnes avec des dreadlocks qui se promènent et qui nous emmerdent avec leur guérilla jardinière et puis leur vision altermondialiste, mais qui est totalement antilibérale. Oui, pour être très clair, en fait, nous militants de l'écologie radicale, militants de la révolution conservatrice, militants nationalistes révolutionnaires, nous sommes spontanément solidaires de ces milieux alternatifs qui ont été perquisitionnés, réprimés, désorganisés au moment de cette COP21 qui était, il faut le dire, l'arnaque du siècle en matière d'écologie. Et ces militants écologistes étaient venus pour dénoncer ce mensonge qui était en fait une énorme opération de greenwashing et de promotion de personnalités aussi ténébreuses que notre actuel ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, qui d'ailleurs maintenant, je crois, vous le disiez tout à l'heure pendant la pause, demande à la fois à être nommé au Conseil constitutionnel et garder la présidence de la COP21. C'est effectivement une arme politique, l'état d'urgence, puisqu'il faut aussi se rappeler que l'une des premières perquisitions administratives qui n'était pas là pour combattre le terrorisme, mais la perquisition a eu lieu chez un couple dans le Larzac qui, en fait, 1 an auparavant avait distribué des tracts à Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez quand même le rapport qui est fait aujourd'hui par le gouvernement en utilisant sa massue, en disant « c'est l'état d'urgence, on va combattre les terrorismes ». Et ça montre aussi une autre chose. Ça montre que le gouvernement, aujourd'hui, dit qui est terroriste et qui ne l'est pas. Il a sa propre définition en disant « tu n'es pas avec moi, tu es un terroriste ». Précisément, est-ce que là, ça ne nous rapproche pas de Carl Schmitt, qui précisément lui disait « le souverain, c'est celui qui dit celui qui est l'ennemi ». Oui, aujourd'hui, est-ce que finalement François Hollande et le gouvernement, a fortiori, n'est pas dans une position souveraine en disant « voilà quel est l'ennemi ». L'ennemi, c'est certainement le djihadiste, mais aussi le militant radical, l'écologiste, etc. Oui, effectivement, Carl Schmitt disait « est souverain celui qui décide en situation exceptionnelle ». Et c'est peut-être aujourd'hui l'un des derniers attributs de la souveraineté qui est exercé. Mais le problème, c'est qu'il exerçait à l'encontre des Français. Nous, on aimerait bien que ça soit à l'envers, c'est-à-dire une souveraineté contre l'Union européenne, une souveraineté contre les désastres du libéralisme, une souveraineté contre les désastres passés, présents et futurs de la crise des migrants clandestins. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une arme politique contre la contestation qui a lieu. Et donc, effectivement, Carl Schmitt est bien dans cette vision où lui, il analyse. Alors, on a pu dire beaucoup de choses sur Carl Schmitt. Nous, on va rester sur ce qu'il a vu sur le souverain. Il décide exceptionnellement. Et aujourd'hui, c'est une application de Hollande. Alors malheureusement, Carl Schmitt, lui, était un théoricien et c'est un peu comme Orwell. Ils écrivent des livres et nos gouvernants s'en servent comme des manuels. Mais on voit bien aujourd'hui la faculté qu'a le pouvoir de décider en situation exceptionnelle pour dire « je suis souverain ». Parce qu'ils savent que c'est la seule manière de rester au pouvoir. Oui, je dois dire, je l'ai déjà évoqué au micro de MZ lors du dernier panneau actualité de Méridien Zéro. Je l'ai évoqué très très brièvement. Je disais que j'avais lu en passant devant un kiosque la couverture donc de la revue Éléments sur laquelle il était écrit, je crois de mémoire, état d'urgence, la victoire de Carl Schmitt, point d'interrogation. Bon, évidemment, ça m'a posé une question parce que moi je suis un lecteur attentif de Carl Schmitt. J'ai beaucoup lu avec attention, en particulier son traité sur le partisan, du partisan. Où justement, c'est lui le premier qui finalement montre, comme vous le disiez chinois à l'instant, que la désignation de terroriste est une désignation polémique, une désignation politique. Polémique au sens où justement elle est dans l'adversité, on désigne l'ennemi, mais c'est un usage politique qui est fait du concept de terrorisme. Lui se réservait le droit de n'employer ni le mot terroriste, ni le mot freedom fighter, qu'on a utilisé beaucoup pour qualifier des mouvements aussi contrastés d'ailleurs que l'Yargoun ou la Haganah sioniste dès ce début, les combattants afghans des années 70-80, les combattants de l'IRA et tous les combattants, on va dire, des causes nationales, des révolutions, des indépendances et des révolutions nationales dans le tiers-monde. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu, ou même pendant l'occupation, on se souvient que la puissance occupante, l'Allemagne nazie occupant la France, désignait les résistants, les mêlant tous d'ailleurs dans une espèce de concept ombrelle de terroristes, qu'ils se livrent à des actes de terrorisme objectif qui étaient par exemple la destruction des voies ferrées, avec évidemment les morts que ça entraîne, les morts souvent d'innocents, les exécutions sommaires d'officiers allemands alors que l'armistice avait été signé et que d'une certaine manière la parole française était engagée,
donc en violation de la paix conclue, de l'armistice conclu entre deux puissances souveraines, des militants communistes assassiner des officiers dans le dos, ou des véritables opérations de résistance, je dirais légitimes, parce que là il y a le devoir quand même de résister à l'oppression ou à une occupation étrangère qui est un droit des gens, qui relève du droit des gens, et qui d'une certaine façon, même si on était dans le cadre d'une guerre de partisans, et qu'ils menaient une guerre asymétrique, une guerre du faible au fort, ils étaient dans leurs droits. Et donc on voit bien que cet usage polémique du terme de terrorisme, que Carl Schmitt rejette en dégageant cette notion de partisan pour désigner justement le combattant hétérodoxe, le combattant irrégulier, est un concept très opératoire et c'est une lecture très utile, très intéressante. Mais je dois dire qu'à la lecture de cette couverture d'éléments, j'ai commencé une réflexion sur l'usage qui est fait et que l'on peut faire. Peut-on encore utiliser Carl Schmitt à des fins utiles, François ? Je crois que les derniers travaux universitaires nous ont enseigné, me semble-t-il, les Chinois pourra sûrement emporter la contradiction, que en fait Carl Schmitt n'est pas dissociable de son engagement nazi. Pourquoi ? Parce que c'était le premier juriste du Troisième Reich. Il a finalement justifié les autodafés. Lui-même a dit il faut mettre les livres, les manuels qui ont été écrits par des juifs dans un rayon particulier des bibliothèques. Alors, je pense notamment au professeur Zarka, si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas son nom, qui lui montre que Carl Schmitt est indissociable de son engagement nazi. Alors, si l'on suit ce professeur, on peut tout à fait dire que Carl Schmitt ne peut pas aujourd'hui être repris comme analyse politique, ou du moins comme doctrine fondamentale. Personnellement, je pense qu'il y a aujourd'hui 3 penseurs qui ont travaillé sur l'état d'exception. Il y a Giorgio Agamben, qui est un philosophe plutôt classé à gauche, mais lui qui va parler de l'état policier en philosophie. Il y a Carl Schmitt, bien sûr, et puis il y a un professeur actuel qui s'appelle François Saint-Bonnet, qui a écrit un livre qui s'appelle L'état d'exception, qui est de la philosophie politique. Sur Carl Schmitt, je pense qu'il est totalement dissociable en fait du Troisième Reich. Pourquoi ? Puisque à l'époque, si vous vouliez avoir une carrière administrative, être fonctionnaire ou haut fonctionnaire, si vous n'étiez pas encarté au parti nazi, comme dans les autres régimes, si vous n'étiez pas encarté au parti communiste, vous pouviez vendre autre chose. Donc, et pourquoi ? Alors, je ne justifie pas Carl Schmitt, mais je dis sa position. C'est pas par rapport à l'ordre nazi, mais c'est toujours une question de pouvoir, c'est-à-dire la question du souverain. Lui, il se fonde sur sa propre théorie qu'il a appelée le décisionnisme, en disant c'est la décision qui fonde le pouvoir et non pas la règle ou la norme. Et donc, est souverain celui qui va prendre la décision. Et donc, on peut aujourd'hui dire qu'il est encore actuel, notamment sur l'état d'exception. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le souverain va prendre la décision en temps actuel pour sauvegarder l'ordre juridique. C'est tout à fait ça. Et ensuite, petite parenthèse, il est tout à fait d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la théorie des grands blocs. Et en droit international, qu'est-ce qu'on voit ? Enfin, même dans les relations internationales, on voit aujourd'hui que la théorie des grands espaces développée par Carl Schmitt, c'est quoi ? C'est l'espace eurasiatique avec la Russie, il y a aussi la Chine, l'espace pacifique, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis, on voit aujourd'hui avec le TAFTA et tous les autres traités commerciaux. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, encore, Carl Schmitt est d'actualité. Il arrivait à voir comment se fondaient nos sociétés libérales. Oui, moi je crois, j'ai une position un peu médiane, c'est-à-dire je crois qu'il y a une autonomie de l'œuvre de Carl Schmitt par rapport au contexte politique qui était le sien. Je crois à cette autonomie de l'œuvre. En revanche, si je crois à l'autonomie de l'œuvre de Carl Schmitt, je vois en revanche que les emplois qui en sont faits, et qui sont des emplois légitimes, je veux dire qu'il n'y a pas de contresens, il n'y a pas d'abus, et finalement il n'y a pas non plus d'amputation du texte. Dans les usages qui sont faits aujourd'hui par les oligarchies, en particulier l'oligarchie française, le gouvernement Valls, de ce texte. Et c'est en ce sens que l'usage qui en est fait, et que je vois est un usage à mon avis totalement contre-productif, me fait à nouveau poser cette question. Peut-on user de Carl Schmitt sur la question évidemment de l'état d'urgence, parce que vous le disiez chinois, sur sa réflexion géopolitique, en particulier, son ouvrage Terre et mer est une source absolument inépuisable de méditation sur le destin des mondes. On retrouve là vraiment une réflexion presque métaphysique, presque religieuse par moments. Carl Schmitt a des phrases magnifiques.
D'ailleurs, Carl Schmitt a écrit un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle Théologie politique. Il montre en fait que la politique, finalement, c'est presque une religion. Monsieur K, ce que vous disiez, j'y souscris. Mais en même temps, Carl Schmitt aussi, il faut aussi comprendre qu'il a, entre guillemets, instrumentalisé sa postérité. Puisque les premières thèses qui ont été écrites sur lui, c'est lui qui les a dirigées. Et finalement, il a écrit sa postérité. D'ailleurs, lui-même ne s'est jamais départi du nazisme. Il a été un juriste du Troisième Reich, on l'a dit. Il n'a jamais émis un regret. Et toutes les thèses, dans les années 60, 70, les premières thèses qui ont été écrites sur lui, c'est lui, en fait, finalement, qui les a orientées. Il a voulu, en fait, finalement, réécrire son histoire. Moi, je me souviens, dans les années 90, à la fin des années 90 et au début des années 2000, jusqu'au milieu des années 2000, il y a eu un renouveau des études schmittiennes, justement de courageux universitaires, de courageux chercheurs français, entre autres, qui ont remis l'œuvre de Carl Schmitt sur l'établi, qui ont retravaillé, republié des choses. Et à l'époque, avec nos camarades, on prenait ça plutôt comme une bonne nouvelle, en fait. Hein. On en était content, on faisait des recensions dans nos revues, dans la presse nationaliste, on faisait aussi des comptes rendus de ces publications, avec plutôt un sentiment favorable du fait que Carl Schmitt reposait les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que le politique, qu'est-ce que c'est qu'un partisan. Et puis évidemment, on le disait, ces écrits sur la géopolitique avec terre et mer. Mais aujourd'hui, je suis au regret de dire que l'usage qui est fait par le gouvernement français de ce travail de Carl Schmitt, en particulier sur la question de l'état d'exception, me donne véritablement de l'effroi chinois. Juste rapidement pour revenir sur Carl Schmitt, on va sans trop tarder, mais effectivement, bon, il a eu son passé, mais je pense qu'on ne peut pas juger le passé par rapport à notre période présente. Et surtout, je pense que Carl Schmitt est surtout lié à la question d'un pouvoir fort. Il parle de l'état d'exception, il parle d'un pouvoir souverain, et c'est peut-être pour ça qu'il a son attachement. Mais rapidement, regardez Brasillac. Brasillac, pareil, on a pu dire tout ce qu'on a voulu dire sur Brasillac. À un certain moment, il était subjugué par Staline, alors qu'on pensait qu'il était totalement opposé à ça. Pourquoi ? Parce que Staline était l'incarnation même du pouvoir fort. Je pense qu'on pourrait le dire sur Carl Schmitt. Je laisse le propos libre. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire une typologie des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans l'idéologie, mais plutôt dans quelque chose de fonctionnel. Exactement. Sur la question du pouvoir fort, c'est tout à fait ça. Et surtout aujourd'hui, Monsieur K, en fait, vous avez raison. Il y a une forme d'application, malheureusement, des propos de Carl Schmitt, mais j'aime à dire que c'est une lecture qui est inachevée. C'est-à-dire que ceux qui ont voulu appliquer les positions schmittiennes n'ont pas vu tous les éléments que Carl Schmitt avait développés, puisqu'il avait développé un point très important qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'une autorité peut prendre une décision qui est purement formelle. Mais si elle n'est pas suivie des faits, il y a la résistance. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, on a fait tout à l'heure ensemble le bilan coût-efficacité de l'état d'urgence, et on voit aujourd'hui la résistance qui se met en place, la contestation qui est très présente, et c'est là que justement le pouvoir peut être retourné par sa propre population. Et c'est Carl Schmitt qui l'a développé, les autres ne l'ont pas lu. Après, allez à Jacques Taest. François ? Carl Schmitt n'est pas un penseur de système, c'est un penseur de la pratique. Alors, contrairement d'ailleurs à Kelsen, avec lequel il s'est beaucoup écharpé, Carl Schmitt, si on doit vraiment résumer sa pensée, c'est un penseur enraciné et c'est un penseur de la pratique. Comment dans la réalité cela se passe, comment cela se décide. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne me choque pas que Schmitt soit repris par Hollande, par Valls ou d'autres. Vous parliez de la pratique, de l'intérêt de Schmitt pour la manière dont le processus de la décision se met en route. Moi qui ai été longtemps un militant de la souveraineté française, avec d'autres, nous travaillions beaucoup à l'époque sur Jean Bodin, autre grand jurisconsulte français, autre grand théoricien du droit, en particulier de la théorie de la souveraineté. C'est lui l'auteur de ce concept en matière de droit moderne. C'est lui le père de ce concept dans les 6 livres de la République. Et nous avions, à mi-chemin de notre vie militante, au tout début des années 2000, quitté les rivages de Bodin pour nous orienter plutôt vers ce qu'on appelle la théorie de la double souveraineté, la théorie des 2 souverainetés, justement, qui veut que la souveraineté réelle, et non pas la souveraineté comme principe presque chimiquement pur, dont on disait à l'époque que la souveraineté ne se partage pas, qui est une position très bodinienne, la souveraineté ne se partage pas, nous disions ça en permanence sur les marchés, dans les universités, dans nos formations, dans nos cercles, dans nos articles.
Mais en réalité, nous avons découvert que si la souveraineté peut se partager, il peut y avoir des occasions de souveraineté partagée sans atteindre à la souveraineté, justement parce que la souveraineté, c'est un exercice et pas une essence pure. Pas une pure essence, pas une idée. Ce n'est pas une idée platonicienne. C'est un exercice et c'est un rapport de force. Et c'est une incarnation d'une légitimité. Et là, on quitte en fait le formalisme du droit romain et bodinien pour rentrer dans une école plus germanique du droit qui aujourd'hui est incarnée autour des éditions qu'anime Chantal Delsol, autour d'auteurs comme Demelmestre, qui a écrit un livre très, très intéressant justement sur cette deuxième école de la souveraineté, qui est cette souveraineté concrète, et non pas cette souveraineté, je dirais, purement idéale. Et celui qui nous avait mis sur cette piste, c'était Pierre Carvin, qui nous avait fait justement travailler sur les Federalist Papers américains, sur le conservatisme américain, sur la théorie du droit américain à l'égard des États fédérés, de l'État central américain, etc. Ce qui était un cas d'école nous avions choisi justement pour essayer de nous débarrasser finalement d'une position souveraino-souverainiste très raide qui expliquait d'ailleurs l'échec en partie du souverainisme en France et dont aujourd'hui Florian Philippot finalement est une incarnation assez fidèle et qui à mon avis explique beaucoup de ces prises de position qui sont justement très paléo-jacobines, très centralistes. On sent que c'est quand même des contenus qui s'adressent à des professeurs de droit public et qui ne peuvent pas finalement toucher les populations, ni, vous parliez tout à l'heure, Chinois, du fait que les populations résistent, je dirais plutôt le peuple en ses États, et là en particulier dans son université, c'est-à-dire les élites par branche, par corporation. Et cette résistance dont vous parliez à l'état d'urgence, en fait, aujourd'hui, son noyau dur, c'est le monde du droit. Ce sont les professeurs des universités qui sont armés pour formuler une riposte à cet état de droit totalement abusif. Le temps avance, donc je propose qu'on fasse un bref bilan de ce que va devenir cet état d'exception, cet état d'urgence. Chinois, vous nous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait eu je dirais cette montagne qui a accouché d'une souris. François, vous nous rappeliez que 2 fois l'état d'urgence a été prorogé. Qu'est-ce qu'on peut attendre, je dirais, à vue humaine? Clairement et succinctement, un état d'urgence permanent. Ça, c'est clair et net, un état d'urgence permanent. Urvoas ne le crie pas sur les toits, mais il le dit dans les couloirs. Là, les prochaines mesures, c'est la mise en place. La réforme pénale, d'ailleurs, va le faire. C'est un état d'urgence permanent avec un renforcement des services et surtout un contrôle social permanent. Formellement, l'état d'urgence, demain, n'existera plus. Mais matériellement, il sera toujours présent. En fait, finalement, sans qu'on le dise, sans effet d'annonce, ce qui a été fait ces derniers mois, ces dernières semaines, perdurera, mais sans qu'on le dise. Comme disait Chinois, c'est l'état d'urgence permanent. L'état d'urgence va se lover finalement dans toutes les décisions juridiques, dans toutes les réformes à venir. De toute façon, on l'avait pressenti un peu avec la loi renseignement déjà. La loi renseignement déjà posait finalement les fondations de cet état d'urgence permanent. François ? Je voulais simplement peut-être rajouter une remarque qui n'a pas été soulevée ici. C'est vraiment sur l'aspect politique de la chose, puisqu'il y a un peuple de droite, certainement, mais ce peuple de droite, j'ai l'impression du moins qu'il ne prend pas la mesure de cette chose-là. Parce qu'en fait, finalement, l'état d'urgence est dirigé contre lui. Et en soutenant l'état d'urgence contre les musulmans, contre les djihadistes, il ne se rend pas compte que finalement, demain, c'est lui qui est visé. Pour finir sur les propos d'une avocate peu connue, mais quand même grandiloquente, c'est l'avocate de Ilich Ramirez Sanchez, plus connue sous son nom de scène, Carlos. Elle parle pour faire écho en fait au livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent. Elle dit « Aujourd'hui, on est face au coup d'État d'urgence permanent ». Chinois, merci. François, merci pour cet intéressant échange sur l'état d'urgence. Avant de rendre le micro, chers amis auditeurs, je voudrais, pour ma part, faire aussi quelques remarques à ce sujet. Je l'ai déjà dit la semaine dernière au micro de Méridien Zéro, mais on n'entend plus, comme le disait François très justement, je dirais la droite organisée, en particulier là aussi en ces États, c'est-à-dire les éditorialistes du Figaro, les journalistes de Valeurs Actuelles, qui sont montés avec beaucoup de raisons en première ligne pour protester contre les mesures de répression
les incarcérations abusives comme celle de Nicolas Bernard-Bus, les violences policières, tout ça a fini d'ailleurs devant le Conseil de l'Europe, si je me souviens bien, avec soutien d'ailleurs de puissances étrangères comme la Russie, qui étaient très sourcilleuses du sort réservé aux manifestants de la Manif pour tous. À ce moment-là, la droite tout entière était vent debout en défense des libertés, en particulier des libertés publiques, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté d'expression, bien sûr. Et on ne les entend plus, j'irai même plus loin. François, vous disiez que ils ne prennent pas la mesure, mais c'est pire que ça. Ils en redemandent. J'ai entendu Yves Tréhard, qui avait plutôt ma sympathie, qui était un gars, un journaliste que je suis avec intérêt, que je lisais avec intérêt ces dernières années. Yves Tréhard, aujourd'hui, nous demande des surcroîts d'état d'urgence. La droite elle-même est dans la surenchère à l'égard de l'état d'urgence. La droite d'affaires, la droite traîtresse, la droite orléaniste, la droite, cette pseudo-droite, demande des surcroîts d'état d'urgence. C'est une folie. Moi, je ne suis pas un libéral. Cette droite est entièrement libérale. Ce qui fait d'elle, en fait, une force de gauche. On l'a déjà dit à ce micro, parce que droite libérale, c'est un oxymore dans les termes. La droite est évidemment antilibérale, mais ils sont même en contradiction à leurs propres principes, puisque moi, si je suis très attaché aux libertés publiques, sans être un libéral, je constate que je suis un militant nationaliste très attaché aux libertés publiques, face à une droite d'affaires qui est soi-disant libérale, qui est pseudo-libérale, et qui en réalité est profondément totalitaire dans ses racines, et on voit que c'est là, on reconnaît un arbre à ses fruits. Cette droite a pour référence des références révolutionnaires, profondément ancrées dans la révolution de 93, dans le règne des comités, et finalement, on y revient. François. S'il faut conclure, je conseillerais à nos auditeurs ce soir de lire Bernanos et la grande peur des bien-pensants, qui je crois résume exactement le dilemme que vous présentiez, Monsieur K. Chinois, peut-être un conseil de lecture avant de nous quitter ? Alors pour ceux qui aiment la philosophie politique, c'est L'état d'exception de François Saint-Bonnet. C'est vraiment très bien fait, ça résume vraiment dans toute l'histoire européenne et occidentale la question de ce point de vue-là. Et sinon, vous avez un PDF aujourd'hui écrit par le syndicat de la magistrature. Alors je sais, ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais ils ont écrit un texte qui s'appelle L'état d'urgence, l'urgence d'en sortir. C'est très bien fait et ça explique qu'il faut vraiment quitter cette situation catastrophique. Chers amis auditeurs, c'était Fréquence Orage d'Acier, volume 27. Et je te rappelle, chers camarades, que si c'est ton premier soir, Tu dois combattre.